Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle émission donc, de art, artistes et artisans. Aujourd'hui, je suis donc heureux de vous présenter Claudio Lucchi, qui nous vient de Chine et qui va nous présenter donc un art et un artisanat que nous n'avons pas l'habitude de voir ici. Donc bonjour Monsieur Lucchi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TVC7. Merci. Donc vous venez de loin un petit peu, donc j'espère que vous avez fait un bon voyage. Oh, ça va. Plus de 40 heures d'avion. Faut être assez patient. Mais dites-moi donc de ce que j'ai cru comprendre, vous êtes parti donc à l'autre bout de la planète, tout simplement. Et j'imagine que vous êtes parti également vivre finalement vos passions artistiques, en grande partie. Oui. Et finalement, donc, la première question qui me vient à l'esprit, ce serait pourquoi la Chine? C'est une bonne question. Vaste question, il en est ainsi. Il y a longtemps, depuis mon enfance, j'ai été fasciné par la Chine. C'était exotique, c'était loin, c'était mystérieux. Mais comme ça, vers 2011, j'avais à ce moment-là 23 ans, c'est là que j'ai commencé à développer un intérêt tout à fait particulier. Depuis quelque temps déjà, je m'intéressais de plus en plus à la philosophie en général, la pensée philosophique. Et vers 2011, j'ai commencé à porter mon attention sur les philosophes orientaux, principalement les philosophes chinois. Et avec la découverte de la philosophie chinoise, s'est accru le désir de découvrir cette Chine mystérieuse. Oui. Et est vraiment né en moi le désir d'aller en Chine, de voir par moi-même, d'apprendre la langue. J'en rêvais d'apprendre le mandarin et de découvrir en profondeur la culture et la pensée philosophique chinoise. D'accord. Donc ça fait, j'imagine, quelques années que vous y êtes? Oui, alors je suis arrivé pour la première fois en Chine en 2012 et aujourd'hui c'est la première fois que je visite la maison. D'accord. Depuis mon arrivée en Chine. Donc une belle expérience, en tout cas j'imagine très enrichissante. Donc finalement, quand vous avez décidé de partir là-bas, est-ce que vous avez pris des cours dans des domaines artistiques en particulier, une fois arrivé en Chine? Ah oui, tout à fait, parce que justement, la raison de mon voyage, c'était pour les études universitaires, donc le premier cycle universitaire. Alors, je me suis inscrit et j'ai été accepté auprès d'une université qui s'appelle en anglais la Guangxi Arts University, l'université des arts du Guangxi, qui est donc située dans la région autonome du Guangxi, qui est la région la plus au sud-ouest de la Chine. Elle touche donc au Vietnam. D'accord. Et l'université se trouve dans la capitale de cette région qui s'appelle Nanning. Donc du coup, plus en détail maintenant, quelle discipline exactement y avez-vous étudié? La peinture chinoise. Parce que je me suis dit, je m'en vais en Chine, quelle serait la meilleure opportunité ou le meilleur environnement pour pouvoir me familiariser à la fois avec la langue, la culture, les traditions et tout ça. Alors j'ai pensé une étude artistique s'impose. Et ce serait une mauvaise idée de se rendre en Chine pour apprendre à jouer du piano. J'ai pensé que le meilleur choix serait la peinture chinoise, qui est donc l'art pictorial traditionnel chinois. Donc est-ce que c'est un art j'imagine qu'il faut beaucoup de temps aussi pour en acquérir les fondements? Oui. Donc, est-ce que vous étudiez auprès d'un maître en particulier, un maître d'art? Comment ça se passe? Alors, en Chine, quand on fait le premier cycle universitaire, on n'étudie pas auprès d'un maître en particulier, on a plusieurs maîtres. Et j'ai eu la chance de faire un bon choix, car l'université auprès de laquelle je me suis inscrite a une réputation nationale dans le domaine de la peinture chinoise. Alors,
on va raconter quelques expériences personnelles. Bien sûr. Quand je suis arrivé en 2012, j'avais déjà étudié par moi-même un petit peu la langue parlée, mais le détail intéressant, c'est que le mandarin se parle avec des accents très différents à travers la Chine. Un peu comme le français ou l'anglais d'ailleurs, avec du créole ou des expressions qui sont totalement différentes. Absolument, absolument. C'est un peu comme si on arrive en Écosse après avoir appris l'anglais américain. Oui, c'est ça. Je peux comprendre, oui. Exactement. Alors, quand un étranger commence à apprendre le mandarin, évidemment, on va essayer de lui enseigner le mandarin le plus classique, le plus standard, qui est le mandarin qui se parle dans le nord. Mais pas trop au nord non plus. C'est par exemple la province Hebei, c'est nord-centre à peu près. D'accord. Ça, c'est là qu'on retrouve le mandarin le plus standard. Quand on arrive dans le sud, ce n'est pas ça qu'on trouve. Les différences au niveau de la prononciation, au niveau des expressions, même les tournures de phrases, la différence est frappante, quoi. Alors quand je suis arrivé là, avec le maigre vocabulaire que j'avais réussi à apprendre, non, je n'en menais pas large. Ok, ça a été difficile de faire comprendre dans un premier temps. Je ne me faisais pas comprendre du tout, de parler avec des signes. Ça, c'est le langage universel qu'on connaît tous, plus ou moins. Et qu'on développe très rapidement quand on a faim. Oui, aussi, probablement, oui, je peux comprendre. Peut-être la chose la plus rapide que j'ai appris le plus rapidement, ça a été le maniement des baguettes. Alors, avec mon premier repas, j'ai commencé à me débrouiller. Ça peut se comprendre. D'accord. Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur la peinture, est-ce qu'il y a des choses... Par rapport à la peinture et les versions que nous voyons un petit peu en Occident, quelles seraient, selon vous, les différences fondamentales? Est-ce qu'il y a une philosophie particulière? Est-ce qu'il y a un message particulier que l'on ne retrouve pas dans le monde occidental? Oui. Je pense qu'on peut mettre ça comme ça. Le fondement ou la base sur laquelle repose le système pictorial chinois est une base philosophique. On ne peut pas, si on essaie de séparer, il est impossible de séparer la pensée philosophique de l'art pictorial. Il y a une autre chose qu'il faut mentionner, et c'est la calligraphie. Mm-hmm. N'importe quel peintre chinois vous le dira, la base de la peinture chinoise, c'est la calligraphie. C'est-à-dire que quand on apprend à peindre, il faut également apprendre à écrire, à écrire la calligraphie chinoise. Mm-hmm. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les traits de pinceau dont on se sert pour tracer les symboles, les caractères chinois, eh bien, tous ces traits-là reviennent dans la peinture. Ce sont ces mêmes traits dont on se servira après pour tracer les pierres, les montagnes, les arbres, et ainsi de suite. D'accord, donc finalement, contrairement à notre alphabet, si je peux un peu faire le lien un petit peu maladroit, mais contrairement à notre alphabet que l'on ne retrouverait pas forcément dans les traits de la peinture chinoise, si je comprends bien, reprend les traits des idéogrammes et finalement est une continuité du message que pourrait porter un idéogramme au sein de la peinture alors. On pourrait mettre ça comme ça, on pourrait dire ça. Mais maintenant, si on se développe un peu, les idéogrammes eux-mêmes, les idéogrammes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas les idéogrammes que l'on utilisait il y a 5000 ans. Parce que l'origine des caractères chinois sont vraiment et proprement des images. D'accord. Qui, avec le temps, ont été transformés, stylisés, modifiés. On leur a conféré de nouvelles significations. On a développé le sens qu'on leur attribuait. Et comme ça, aujourd'hui, un calligraphe chinois moderne apprend, si je ne m'abuse, au moins 6 types différents de calligraphie. Parce que la calligraphie, si on part vraiment des images initiales pour arriver jusqu'au caractère moderne dont on se sert aujourd'hui, on parle vraiment de 5000 ans d'histoire. C'est un peu comme si pour apprendre le français, on devrait aussi apprendre le latin
Et le Probablement, ouais, pour comprendre finalement les différentes nuances de notre langue au complet en fait. En gros, vous êtes en train de me dire un petit peu ce cheminement. Oui, on pourrait faire ce rapprochement, oui. Effectivement, c'est pas, enfin, ça demande une certaine rigueur, j'imagine, et puis c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, probablement. Et puis j'imagine que les idéogrammes, peut-être que même une vie au complet ne suffirait peut-être pas pour les apprendre tous. Non, parce que des idéogrammes, on en dénombre à peu près 44 000. Ok. Mais, et c'est ça qui est intéressant, dans la vie quotidienne, on se sert à peu près de 3000 caractères. Donc si vous êtes capable d'en lire 5000, vous êtes déjà très fort et vous n'aurez absolument aucun problème ni dans la vie courante, ni dans différentes facettes du travail ou des choses comme ça. D'accord. Donc finalement, j'imagine qu'également sur la peinture, est-ce qu'on peut du coup reconnaître un artiste, comment dirais-je, par rapport à ces calligraphies qui sont personnelles? Est-ce qu'il existe des calligraphies ou comme des sceaux ou des choses comme ça qui permettraient de personnaliser une peinture comme nous signons nos tableaux par exemple? Absolument, absolument. C'est comme en Europe, quand on peut reconnaître une personne à sa calligraphie, eh bien en Chine c'est la même chose. D'accord. Par exemple, je songe à la calligraphie de l'ancien président de notre université. C'est une calligraphie que l'on reconnaît tout de suite. Ce sont des traits forts, épais. C'est de l'encre qu'il trace souvent avec une encre plutôt sèche, donc avec très peu d'eau. D'accord. Et ce sont des caractères, ce sont des lignes qui tremblent un petit peu. Donc c'est vraiment, on pourrait presque faire une certaine, une identification comme nos signatures finalement, sauf que ça se joue également dans la nuance de l'encre, dans la dilution de l'encre. Il y a vraiment un relief qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, nous, en tant qu'occidental, dans nos empreintes, si je comprends bien. Exactement, ouais. D'accord. C'est exact. Et ensuite, ces mêmes lignes, on va les retrouver dans tout le tableau. Donc c'est pour ça que je parlais tantôt effectivement de la continuité du tableau par rapport à la calligraphie et à la signature personnelle d'un individu. D'accord. Donc finalement, c'est pour ça que vous disiez en tout début, effectivement, pour maîtriser l'art de la peinture chinoise, ça passe par la maîtrise de la calligraphie. C'est juste. Ouais. D'accord. Donc finalement, est-ce que également, j'imagine qu'il y a une certaine philosophie derrière cela? Est-ce qu'il y a des personnages illustres qui sont, mettons, un petit peu des prédécesseurs dans ce genre de philosophie? Oui. Là où la calligraphie devient importante, c'est vraiment quand disons qu'on retrouve cette philosophie, cette pensée philosophique est omniprésente. On la retrouve dans toutes les facettes de cet art, peu importe que ce soit la peinture ou que ce soit la calligraphie ou que ce soit le mélange des deux. Quand on prépare une nouvelle composition, ne fût-ce que quand on commence à préparer l'arrangement des éléments, des différents éléments dans un tableau, on doit reposer sur la pensée philosophique. Et on se sert de critères philosophiques pour décider l'emplacement des différents éléments, par exemple. Ou les proportions, c'est la même chose. Il y a également des importances philosophiques. Donc, j'essaie de m'imaginer, mais imaginons qu'un faussaire, simplement un faussaire occidental, décide de reproduire une œuvre chinoise. J'imagine qu'au premier coup d'œil, ça se repérerait s'il ne maîtrisait pas la calligraphie, puisqu'il y aurait probablement... Parce que toutes les lignes seraient faussées. C'est ça, donc effectivement... Il ne maîtriserait pas l'art de la ligne. D'accord, donc ça se verrait pour un artiste ou en tout cas une personne d'expertise, elle le reconnaîtrait très facilement. Absolument, oui. Donc également, je me posais la question également par rapport donc à Tao, il me semble que c'était un philosophe chinois, si je ne m'abuse. Lao Tzu. Lao Tzu, c'était le philosophe qui a vraiment jeté les fondements du taoïsme. Tao, c'est justement, en chinois c'est Dao, et ça veut dire la voie. Donc finalement, lui, quelle empreinte il a pu laisser par rapport justement à sa manière de peindre? Comment ça s'est concrètement passé? Lui-même, il n'était même pas un peintre, c'était seulement un philosophe. Et alors là, je veux vraiment m'exprimer avec beaucoup d'humilité et de précaution. Le taoïsme a une vision, c'est la vision de l'univers
proposée par le taoïsme qui est tellement importante. Alors ici, je dois ouvrir une parenthèse. La peinture chinoise se divise en 3 grandes écoles. Il y a la peinture paysagiste, il y a la faune et la flore, et ensuite il y a le portrait, donc les personnes. L'humain finalement. Oui, la peinture de personnages. Très bien. Moi, ce que je pratique, c'est la peinture paysagiste. Et ceci est directement lié à la vision de l'univers. Donc on va aller sur la vision donc, exactement. Taoïste. Donc, ce que beaucoup de peintres diront, c'est que on n'est pas en train de peindre tout simplement un tableau ou un paysage. Non. Ce qu'on essaie en réalité de faire, c'est de créer un macrocosme. C'est-à-dire représenter une scène de vie, mais en même temps qui est empreinte de votre personnalité et de votre perception, mais aussi de votre maîtrise de la calligraphie. Enfin, c'est une forme d'expression assez complexe. Si pour reprendre une phrase très simple, mais très forte de l'un de mes maîtres, un peintre chinois ne peint pas avec les yeux, mais avec le cœur. Ce que l'on représente, ce n'est pas la forme externe des éléments, des objets, des arbres par exemple, ou des rochers que l'on voit. Non, ce qu'on essaie de fixer sur papier, c'est l'esprit de ces éléments. C'est le côté spirituel de chacun de ces éléments qui appartiennent tous à l'univers. Et finalement, quand on complète une toile, un tableau, quand on complète un tableau, ce qu'on essaie de créer, ce n'est pas tout simplement une peinture, mais une parcelle d'univers, quoi. Un détail de l'univers qui est indépendant en lui-même et qui est fonctionnel par lui-même. D'accord. Donc, d'où vous parliez de microcosme, simplement. Exactement, exactement. Donc, finalement, si j'essaie de comprendre un petit peu, vous avez ouvert dans votre parenthèse les 3 disciplines principales qui sont finalement étudiées et qui sont représentées en Chine. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des disciplines qui sont prédominantes sur d'autres dans l'expression artistique courante en Chine? Par rapport justement à une certaine philosophie, par rapport à ce qu'il y a des différentes philosophies également en fonction des disciplines. Ça, c'est également une question de goût et une question de mode. Et c'est également une question de personnalité. Ok. Par exemple, pendant la dynastie Song, qui se situe aux alentours de l'an 1000, était très apprécié à la cour de l'empereur. Des tableaux exécutés non pas en style libre, mais en style appliqué. Qu'est-ce que le style appliqué? Le style appliqué, le nom le dit, c'est un style de peinture qui requiert beaucoup de temps, qui se caractérise par sa minutie et par la beauté extrêmement, délicate, étudiée, raffinée de chaque moindre trait de pinceau. Beaucoup de peintures de la dynastie Song ont été exécutées non pas sur papier, mais sur soie. Un beau matériau déjà, pour commencer. Oui. Et détail intéressant, beaucoup de ces peintres, si je ne m'abuse, étaient bouddhistes. Pour eux, pourquoi privilégiaient-ils ce style pictorial? C'était parce que pour eux, chacune de ces peintures était en même temps un exercice spirituel de patience. Parce que ces tableaux-là, surtout les tableaux de grande taille, pouvaient même requérir plusieurs mois pour être complétés. D'accord. Donc en plus, on parle de mois, mais de travail continu, quotidien, bien sûr. Exactement. Et alors, et là, je mentionnais la personnalité. Une personne avec une personnalité plus fougueuse, émotive, pourra peut-être plutôt préférer le style dit libre, qui est un style qui justement s'exécute avec la main levée et que l'on pratique d'habitude sur un papier de type absorbant. Donc c'est plus impulsif finalement. Bravo, c'est beaucoup plus impulsif et intéressamment,
par moment, on pourrait presque croire que cela se rapproche un tout petit peu du style impressionniste français. D'accord. Donc finalement, on est vraiment sur plusieurs, dans ces trois, comment dirais-je, dans ces trois modes de peinture, il y a effectivement, on pourrait dire, de la place pour différents types d'artistes qui se reconnaîtront Absolument. davantage dans l'un d'eux. Oui, 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 ça c'est l'autre côté très fascinant. On parle d'une seule discipline qui peut donner naissance à une quantité de styles absolument ahurissante. D'accord. Donc finalement, c'est par rapport à ce qu'on a comme vision effectivement en Europe, où effectivement il y a aussi différents styles, différentes écoles de pensée. Exactement. On a un univers quand même qui semble assez riche, mais qui se retrouve néanmoins on peut le retrouver dans les grandes lignes en Europe, on a certains équivalents, mais on n'a pas forcément la même philosophie derrière, loin de là j'imagine. Exactement, oui. Notamment, on parle encore, voilà, la base avec la calligraphie qui inculque effectivement à l'artiste une certaine discipline, une certaine rigueur, Oui. d'où dépend effectivement le style si particulier qu'on a sur les peintures chinoises par rapport à d'autres peintures. Exactement, oui. D'accord. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était un nouveau monde, mais j'imagine que nous nous reverrons bientôt pour une seconde partie où nous pourrons discuter effectivement sur d'autres types d'art pratiqués en Chine. Donc effectivement, nous reviendrons probablement sur la calligraphie, en tout cas ce sera avec un grand plaisir, et les sceaux également. Donc dans la signature des artistes, puisqu'il est important qu'un maître également mentionne effectivement sa création. Donc écoutez, j'espère que nous nous reverrons bientôt. Donc d'ici là, passez une excellente journée et merci d'être venu en tout cas sur les plateaux de TVC7. Merci. Chers téléspectateurs, merci à vous pour votre écoute. Et puis on se revoit donc la semaine prochaine, ça c'est très certain. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore, au revoir.